Aujourd'hui, dans Toute une histoire, la famille est à l'honneur. Vous allez découvrir l'histoire d'Edith et Maurice qui ont adopté 10 enfants handicapés. Allez les parents, venez ici. Quand on a le cœur un petit peu ouvert, on a du mal à laisser un enfant sur le bord de la route. C'est une histoire d'amour et on le vit comme ça. Et aussi l'histoire de Michel qui, après avoir eu 7 filles, a une demande à faire à sa compagne. On est tous là pour l'autre. C'est comme les mousquetaires, quoi. C'est un pour tous, tous pour un. Cette fois-ci, c'est moi qui voudrais te demander si je peux avoir un 8e enfant ensemble. Bonjour, merci pour nos invités. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans Toute une histoire. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir des familles exceptionnelles, des familles hors du commun. Si vous les aviez comme voisins, vous n'en reviendriez pas. Edith et Maurice sont à la tête d'une tribu de 17 enfants, dont 11 sont handicapés et ils les ont adoptés. Ils vont nous expliquer leur choix surprenant. Et pour commencer, l'histoire de Michel, un homme courageux qui sait ce que être minoritaire veut dire. Ce brave papa est un peu perdu au milieu de ses 7 filles. Dans cette bâtisse située en Normandie vit une grande famille. Michel et Stéphanie sont les heureux parents de Rachel, 2 ans, et Sarah, 3 ans. Suzanne, 6 ans, et Lison, 9 ans. Manon et Margot, 12 ans, et Caroline, 14 ans. 7 enfants, ou plus précisément, 7 filles. Alors après avoir rencontré Stéphanie, elle me dit moi j'aimerais avoir beaucoup d'enfants. Une grande famille autour d'une grande table en chêne avec des bancs. Et évidemment, je la regarde, je fais bien sûr, Stéphanie. C'était pas mon truc, je voulais pas me marier, je voulais pas de maison, je voulais pas d'enfants. J'ai quand même réussi à en avoir 7. J'ai été la meilleure commerciale de la Terre. Alors si c'était à refaire, je signe, mais alors les 4 membres, tout de suite. Alors, Aucun regret donc, ni pour Michel, ni pour Stéphanie, juste un peu d'énervement face aux remarques de certains. J'en ai assez qu'on me dise « Oh là là, autant d'enfants ». À la limite, pour eux, c'est même pas éduquer une famille, ça relève plutôt de l'élevage. En plus, 7 filles, donc pour eux, c'est une catastrophe. Et j'en ai marre d'expliquer aux gens par A plus B que plein d'enfants, c'est super. Et leur dire « Mais oui, on les a voulu, oui, elles sont du même papa, et oui, ça se passe bien ». Qui veut une famille nombreuse? Bon, je crois que je vais en avoir 10. 12. 12. Moi, j'aimerais pas du tout être fille unique. On a l'impression que s'il y en a une qui est pas là, il y a une partie de nous qui est absente. On est tous là pour l'autre. C'est comme les mousquetaires, quoi. C'est un pour tous, tous pour un. Et ça nous donne de plus d'amour. Et ça, c'est ce qui est formidable. Vraiment formidable. C'est à la maison. Vous vous souvenez peut-être de cette série télé. Eh bien, ils existent en vrai. Les voici. C'est impressionnant. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, ça va? Allez vous asseoir. Bonjour à tous. Je t'en prie, mets-toi à côté de moi. Vas-y, viens à côté de moi. Ah bah c'est le papa qui a pas de... Bonjour Jean-Luc. Bonjour, enchanté. Je peux me permettre un petit imprévu. Je profite du passage à Toute une histoire, peut-être pour faire non pas d'une pierre deux coups, mais peut-être 8 coups. C'est pas très joli, c'est pas très... Tu m'as apporté plein de bonheur. On l'a peut-être vu dans le reportage. Je voulais pas d'enfants au départ. J'ai eu 7 beautés, 7 merveilles. À chaque fois, c'est toi qui me les as proposées ou qui me les as annoncées. Cette fois-ci, c'est moi qui voudrais te demander si je peux avoir un 8e enfant ensemble. Je pense que c'est oui. Et vous l'avez déjà demandé? Non. Enfin, il me l'avait demandé à la fête des mamans. Et j'avais dit non, on a suffisamment de travail, enfin j'ai suffisamment de travail comme ça. Surtout que c'est moi qui les ai tous voulus à la base, c'est moi qui lui ai plutôt demandé systématiquement à chaque fois. Ou annoncé. Donc d'office, non, c'est oui. C'est oui, bien sûr que c'est oui. Oui pour 8? C'est parti pour 8. Eh ben dis donc, vous disiez que vous étiez une bonne commerciale en reportage. Ouais.
Comment vous lui avez transmis le virus à votre mari? C'est vrai que les hommes ont souvent plus peur que les femmes d'avoir beaucoup d'enfants. Ça se passe très très bien à chaque fois. Donc une fois que la première est arrivée, ça a été un bonheur absolu. La surprise d'avoir des jumelles, après, il le confirmera certainement, mais ça, c'est une expérience qui vaut toutes les autres expériences de la Terre. Donc, elles sont arrivées, les unes comme ça, derrière les autres, tout simplement. C'est pas les unes après, c'est pas les unes les uns après les unes, c'est les unes après les unes. Bien sûr. Et à chaque fois, vous saviez que c'était une fille quand vous étiez enceinte? À chaque fois, c'était la surprise de la naissance? La dernière fois, j'ai demandé. Moi, j'ai pas voulu demander. Et j'ai pleuré, moi, quand j'ai su que c'était une petite fille. Donc là, le médecin échographiste, lui, il compatissait plutôt en me disant « Oui, effectivement, je suis désolée. » Je dis « Non, non, je pleure parce que c'est une fille, justement. » Vous êtes contente? Justement, c'est une fille, c'est formidable. Formidable d'avoir cette fille et pas de garçon? C'est pas grave, on verra. Peut-être. Peut-être que la 8e sera la bonne. Vous souhaiteriez avoir un fils? Si c'est un garçon, il n'est pas de moi. J'ai pas compris. Bah, il veut dire par là qu'il ne s'est fabriqué que des filles. Bah. Ça se voit qu'elles se ressemblent, à toutes ces filles. Hein. Vous êtes contente d'avoir autant de sœurs, les filles? Oui. Ouais. Beaucoup. Ça ferait quoi l'arrivée d'un... Vous avez compris qu'il y avait un 8e qui allait arriver? Vous préféreriez un garçon ou une fille? Une fille, un garçon. Alors pourquoi une fille, toi? Bah, on a toujours eu des petites sœurs, alors pourquoi pas continuer? Et toi, pourquoi un garçon? Bah, j'aimerais bien un petit garçon pour changer. Oui. C'est marrant. T'as le micro, Alison. Prends le micro, Lison, puis après on passera à Suzanne aussi. Et toi? Oui, moi je veux bien un petit garçon. Pourquoi, Lison? Parce qu'on est déjà beaucoup de filles. Cette fois, je pense que cette fois on aura un garçon. Ouais. Parce que papa il est le seul. Tu préfères quoi, toi? Parce que moi j'adore les filles. Alors, donc tu préfères une fille? Oui. Et si t'avais un petit frère, ça changerait quoi? Je sais pas. C'est ça, c'est le grand mystère, hein? Oui. T'imagines pour ton papa? Lui, bah, à l'origine, il connaît plutôt les garçons parce que c'est un garçon. Bah oui. Bah, il a dû découvrir ce que c'était que autant de filles comme ça. Ça doit être bizarre pour lui, non? Peut-être que j'aurais demandé les deux, mais T'auras dit les deux, toi? oui. D'accord, bah donc deux jumeaux. Voilà, ça serait très bien. Ça Ça, serait une très bonne surprise. C'est ce qu'elle prévoyait en m'en parlant éventuellement. Oui. Ça vous fait pas peur d'avoir Ah, un nouvel pas du enfant après 63 mois de grossesse? Ça serait juste même de plus. J'ai l'impression que ça fait des années, des Ouais, années, des complètement, anne de vie enceinte. ouais. Vous êtes heureuse enceinte? Je suis très belle enceinte. Elle rayonne, c'est vrai. Elle est vraiment belle enceinte. Et c'était difficile de le convaincre? Non, pas du tout. Non, parce que un, C'était deux, difficile, trois, en bon. fait, si, un petit peu au début. Pourquoi un autre? Celle-ci est encore petite, on a le temps, on verra. À chaque fois qu'on a des enfants, on déménage. On agrandit la maison. On a déménagé 11 fois en Oui, 15 ans. donc à un moment donné, il en a eu un petit peu assez, je peux absolument le comprendre. Mais l'envie était plus forte que tout. Il y a du mouvement chez vous, hein, tout le temps. Hein. Il y a des gens à qui ça fait peur. On va donner la parole à Maria qui est avec nous. Où est-ce que vous êtes, Maria? Ici. Bonjour, Maria. Bonjour Jean-Luc. Vous vous verriez Bonjour avec à cette tous. fille? Alors, même pas 6, même pas 5, même pas 1, même pas pour rire, du tout. Pourtant, elles sont bien mignonnes, ces Ah mais petites. elles sont très belles, elles sont toutes très belles. Puis les parents sont très beaux. Moi j'ai beaucoup d'admiration parce que vraiment ça c'est un sacerdoce, je veux dire, c'est vraiment c'est missionnaire. Est-ce que ça l'est? Bah, je retournerai bien la question. Si c'est un sacerdoce, c'est parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs. Mais non, je suis fille unique. Alors vous n'avez pas Mais d'élément de comparaison? La comparaison, c'est que je n'aurais jamais imaginé avoir une aussi grande famille que la vôtre, mais même Moi non pas. plus. Non, mais vous non plus, mais vous l'avez fait, moi pas. Mais parce que pour moi, un enfant, c'est déjà ce serait peut-être un cauchemar. Donc, Pourquoi? Il aurait fallu essayer, en fait. pourquoi? Parce que ça prive de la liberté, parce que ça prive de ce qu'on a envie de réaliser peut-être dans la vie. Non, mais soyez pas choqués, soyez pas choqués, soyez pas choqués. Faut le prendre avec de l'humour parce que tout dépend. Il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais voulu d'enfant. C'est votre cas? C'est mon cas. Je n'en ai jamais voulu. J'ai jamais regretté ce Des choix. hommes vous ont demandé d'un enfant? Plusieurs fois? Oui, j'ai même annulé un de mes mariages, un mariage pour ça. Parce que quand j'ai connu cette personne... Attendez. Laissez-moi m'exprimer. Quand j'ai connu cette personne, je lui ai dit, j'ai un métier qui est très particulier. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis artiste et je voyage dans le monde entier. Bon. Donc, oui, j'avais rencontré un homme avec qui j'avais dit, écoute, mon métier, je veux pas d'enfant, je veux pas... D'accord, ok. On décide de se marier, on publie les bans du mariage, et une fois que les bans étaient publiés, il me dit, écoute, tu vas arrêter ton métier parce que je veux 3 enfants. Et je dis, je m'en vais. Donc Et vous je avez suis annulé partie. votre mariage? Ah oui, tout à fait. C'est Oui. arrivé une nouvelle fois ensuite?
Après, c'est arrivé une nouvelle fois et j'ai refait la même chose parce que je n'aurais pas assumé ça. C'était... Mais est-ce qu'on n'est pas transformé par la maternité? J'ai l'impression que vous l'êtes par la paternité, vous aussi, en tout cas. Vous avez été transformé. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir comment on sera, comment on deviendra? Déjà, mais encore une fois, c'est le côté papa. Hein. La naissance, l'émotion, que l'enfant n'a pas encore partagé votre vie, n'a pas encore, entre guillemets, pour certains, encombré votre vie. Que déjà, la naissance, accompagner sa femme au moment de l'accouchement et puis le voir arriver, c'est quelque chose, effectivement, qui n'a pas de nom. Quoi. Ce qui est étrange, c'est que vous dites que c'est vraiment à l'arrivée des jumelles. Oui. Donc après, vous avez une aînée, ensuite deux jumelles, que vous vous êtes senti devenir papa. C'est quelque chose qui pousse en soi? Mais il n'a pas eu le choix en fait, parce qu'il fallait s'occuper à la fois. C'est pas méchant du tout, hein, Jean-Luc. Hein. Oui, 3 enfants avec 2 bras en plus. Hein, voilà, c'est ça. Il a fallu enchaîner avec Caroline, qui était encore toute petite, qui avait 1 an, les jumelles qui avaient besoin de soins permanents. Soins particuliers. Dont, en plus, ça a été pendant quelques semaines un petit peu un travail à la chaîne, aussi bien au niveau des couches, des bains, des biberons, s'occuper de la première. Donc il a été obligé de m'aider. Oui, il y a peu d'écart en plus entre les En plus, quand j'attendais mes petites, on nous a tout le temps dit oh là là, vous n'imaginez pas la galère, le travail que ça va être. Donc on a dit, on va leur prouver que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc on a voulu gérer comme des grands. Des histoires de famille extraordinaires aujourd'hui. Est-ce que ça vous donnera envie de faire des bébés? Pourquoi pas devant la télé? À tout de suite. Tout de suite dans Toute une histoire, l'histoire incroyable de Ludovic. Alors qu'il rentre chez lui, sa voisine l'appelle au secours. Elle est sur le point d'accoucher. J'ai retroussé mes manches, j'ai rien eu le temps de faire et je prends la tête du bébé. J'essaie de le tourner parce que ça bloquait au niveau des épaules pour passer. Et je l'ai accouché. Vous saviez que vous étiez capable de tout ça, vous? Non, pas forcément, non. Et vous êtes dit 3, 4, on y va? Oui, je lui ai dit que ça allait bien se passer, mais j'en pensais pas un mot. Alors Caroline, tu nous as dit quelque chose de très joli dans le reportage. Tu nous as dit si l'une n'est pas là, c'est comme si tout le monde était absent, comme si chacun avait son rôle en fait dans la famille. Oui. Alors qui est plus quoi? Qui est quoi et qui est qui? Je sais pas tellement répondre à cette question. J'ai l'impression qu'en fait, on est toutes les pièces d'un puzzle. Toutes différentes et toutes complémentaires, comme tu dis. On a tous besoin l'un de l'autre. L'une de l'autre? L'une de l'autre. Oui. Et le rôle du papa là-dedans? Je pense que lui encore plus. C'est un peu le pacha, j'ai l'impression, non? Un petit peu. Tout le monde s'occupe de lui. Entre vous toutes, vous avez installé un système de marraine de cœur. Explique-nous comment ça fonctionne dans la famille. En fait, quand il y a un nouveau bébé qui arrive dans la famille, il y a une fille de nous, par exemple, je prends l'exemple de Margot et Sarah. Margot, toi, tu es la marraine de cœur de Sarah. Voilà. C'est-à-dire que tu t'occupes d'elle particulièrement? Oui. Développe encore. Explique ce que tu fais avec elle. Je m'en occupe. Quand maman ne peut pas faire quelque chose ou qu'elle n'a pas le temps, je fais à sa place. En tout cas, il y en a un dont on prend soin à la maison, dont on s'occupe avec un grand soin. Il s'agit du papa, Michel, avec donc 8 femmes à la maison. Vous êtes un vrai pacha, regardez. Il préfère avoir 7 filles que 7 garçons, parce que 7 garçons, ça serait forcément pire que nous. L'avantage d'avoir des filles, c'est qu'elles font plein de choses. Alors bien sûr, elles piaillent, c'est des filles. Mais à côté de ça, elles se rendent vraiment utiles. On n'est pas dans l'obligation systématique de leur dire « fais ceci, fais cela ». Et je suis pas sûr que si on le demande à un garçon, il nous donne un coup de main comme elles le font. En fait, à la maison, papa, c'est un petit roi qui se fait servir tout le temps. Quand il rentre le soir, il demande son apéritif. Il s'installe devant la télé, il se détend et on doit faire tout ce qu'il nous demande. L'image d'un père tout de suite dégommée par ses filles. Il y a des phases à la maison où j'assure pas. Nous sommes chez Michel Tiff, qui ouvre nouvellement son salon de coiffure. J'ai raté le test. Coiffure, je suis pas sûr que ça soit indispensable qu'un père le sache. Vêtements, ils arrivent à un âge où elles n'ont pas besoin de moi spécialement et de toute façon, elles trouveraient que soit j'ai pas bon goût, soit je suis un peu décalé par rapport à la mode. Par rapport aux petites, j'ai pas trop de soucis. Je me sens pas pire qu'un autre.
Maintenant, la parole est à ces dames pour savoir ce qu'elles pensent de monsieur. Il comprend pas le maquillage parce que pour lui, ça sert à rien d'en mettre. Pareil pour les garçons à notre âge, il comprendra pas. Je trouve qu'il est un peu à part parce que quand nous on a envie de parler de choses des garçons avec maman, et ben lui on n'a pas tellement envie de lui en parler. Il est pas forcément dans notre corps, donc il peut pas toujours tout comprendre ce qu'on raconte avec ma maman. Mais il n'arrive pas à se rendre compte qu'on a quand même des préadolescentes qui se posent des questions sur les garçons, sur leurs histoires de copines. Il se dit non, c'est pas possible, elles sont encore que des petites filles. On t'aime papa, on t'aime papa, de tout mon cœur. Bisous. Mouah. Vous l'aurez très vite, oui. C'est fini. Ça vous a toujours rapproché ou ça vous a aussi un peu éloigné, autant d'occupation, d'agitation sous le toit de la maison? Ça nous a que rapprochés, oui. En fait, on est... ça peut paraître un petit peu... non, on est très, très unis. Et on l'est d'autant plus... On l'est systématiquement plus à chaque fois qu'il y a un petit qui arrive. C'est hallucinant. Ça se fait, ça? Vous ne sauriez pas l'expliquer? C'est Il ne magique. faut pas tout expliquer. Hein. Non, non, déjà, on ne va pas se... Mais c'est magique, tout simplement. On le veut. On veut qu'il arrive. On vit 9 mois, enfin on va dire 8, puisqu'on ne sait pas toujours, mais bon. Et après, la vie continue, la vie est belle. Mais je progresse à chaque accouchement. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. vous en êtes où aujourd'hui? Le premier accouchement, je tombe très vite quand il y a une goutte de sang. Donc le premier accouchement, et comme c'était toujours un peu long, le premier, donc j'ai passé à peu près 10 heures dans la salle à jouer un peu avec tout pour les apprivoiser tous les instruments. Donc ça s'est à peu près bien passé. Le deuxième, pour les jumelles, je suis tombé dans les pommes. Non, je n'ai vu ni l'une ni l'autre, je les ai entendues et quand je suis revenu, j'avais un gant collé sur la tête pour demander où elles étaient parties. Et au fur et à mesure, alors après, elle a accouché très très vite. Et puis c'est surtout pour les deux dernières, Stéphanie a voulu sortir d'elle-même Sarah, et puis m'a demandé de sortir Rachel, et je l'ai fait. À mon grand étonnement, j'ai sorti Rachel, et c'est magnifique. Vous avez coupé le cordon? Vos filles vous gâtent, on l'a vu. On a vu passer à la maison, mais elles ne vous ratent pas non plus. Les filles disent il est à part, mais pas forcément dans notre corps. Est-ce que vous vous sentez perdu parfois avec que des filles? Je me sens pas perdu, mais elles ont totalement raison. Quand j'étais jeune, j'avais peur de devenir le vieux con qui allait embêter les filles pour sortir, pour se maquiller, pour tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, parce que l'âge se rapproche pour la plus grande en tout cas? Je commence à devenir vieux con. Parce que c'est vrai que quand on parle d'adolescentes, pour moi, elles ne sont pas encore adolescentes. D'autant plus que comme il y en a toujours une petite, j'ai toujours l'impression que c'est l'aînée qui s'est incarnée, enfin la petite qui s'est incarnée en grande. C'est pas le cas? Non, elles ont grandi, elles se forment en jeunes femmes. Et c'est vrai, comme le disait Manon, que je me rends pas toujours bien compte de tout ça. Oui. Il a envie que ses filles restent des bébés encore? Mais il le dit tout le temps. Hein. Et l'inverse. Vous n'auriez pas toujours envie d'être mes bébés? Non. Je le note. Ça. Vous sentez arriver les amoureux à la maison? Je vais pas dire les futurs gendres, c'est un peu tôt, mais... Oui, c'est un peu tôt, oui. C'est un peu tôt. Bah, la barrière est loin, j'ai le temps de les voir venir. Donc, les amoureux, ça va, enfin, je veux dire, je veux ni encourager ni décourager, mais enfin, ça va pas tarder. Ça commence encore quand même un petit peu, ouais. Jean-Luc, la différence, peut-être, par rapport aux autres familles, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas de frère. Elles n'ont qu'un père. Donc je pense qu'elles seront peut-être un peu plus attirées par les garçons plutôt que dans d'autres familles, pour peut-être tester, pour voir, pour me tester, et peut-être aussi pour voir quel peut être leur comportement par rapport aux garçons. Vous êtes prêts pour ça? Pas trop. Vous êtes prête, vous? Ah, moi, complètement, oui. Ouais. D'ailleurs, si je n'avais eu que des petits garçons, je crois que ça aurait été très difficile pour les belles filles de rentrer à la maison. Pourquoi? Il y a un côté femme quand même, il y a un côté rival. Ah oui, donc là vous êtes content d'accueillir Oui, forcément, il y a un côté très matriarcat avec toutes mes filles. Donc là, il va y avoir après un côté séduction qui va être intéressant. Eh bien, en tout cas, préparez-vous. Michel, j'aimerais maintenant vous présenter une autre famille d'exception, les Moreno-Bormann. Dans cette famille, un seul mot d'ordre, la solidarité entre les générations. Il y a 4 générations sous le même toit. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Dans la famille Moreno, vous avez l'arrière-grand-mère, le grand-père et la grand-mère, le fils et la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille,
la cousine de la belle-fille et la sœur de la grand-mère, sans oublier le cousin des petits-enfants. Tout cela est un peu compliqué. Retenons donc que chez les Moreno, le cirque est depuis 7 générations une affaire de famille. La famille, pour nous, c'est ce qui compte le plus. C'est pas donné à tout le monde d'avoir son père, sa mère, son cousin, sa cousine, sa tata, sa grand-mère, son grand-père à côté de soi. Et les gens sont un petit peu bluffés de voir encore au jour d'aujourd'hui des grandes familles soudées et encore ensemble. Dans le cirque, c'est très rare qu'il y ait des divorces et des séparations de couples. Ouais. Nous, chez les sédentaires, on voit beaucoup de couples séparés, que les enfants, il a plus son père, il a plus sa mère, que le grand-père, il est à l'hospice, que la grand-mère, elle est dans une maison de retraite. Tout ça, ça nous choque, quoi. Nous, on s'aime pour la ligne, on se pose pas de questions. Richard, le fils d'Éric et d'Alexandra, ne se pose pas de questions non plus. Il sait déjà qu'il restera toujours proche de la famille. Il m'a toujours dit « je te quitterai jamais, maman. Jamais je te quitterai. Il dit « je serai toujours là pour te surveiller. » Et même quand j'aurai une femme, il dit « je mettrai ma caravane juste là à côté de la tienne. » Quand tu regardes ça, c'est une famille, c'est une vraie famille qui s'engueule. Quand ça pète, mais en ça dehors. Là, vous voyez, vous avez toutes les générations, c'est tous les souvenirs, c'est tous les gens qu'on a aimés. Et quand ils sont plus là, ils te manquent. Ils manquent beaucoup. Il n'y a pas un jour où on est en piste où on n'a pas une pensée pour eux. Il n'y a pas un jour. C'est tous les jours, il y a une pensée. Si j'ai des soucis, je viens là et ça me donne une force pour les soucis. Ils s'en vont parce que je me dis, grâce à eux, on a une force derrière nous pour y arriver, quoi. Notre idée de la famille, c'est que justement que tout soit perpétué. C'est-à-dire que mes parents, ils ont monté le cirque, ils ont construit, ils ont débuté à zéro avec rien. Ils ont construit, ils ont monté le cirque d'Alain Moret de Bormann. Et nous, on va essayer de garder tout ça. Pour que nos enfants puissent, eux, un jour, reprendre tout ce qu'on a fait pour eux. Pas de maison de retraite, pas d'éloignement, 4 générations sous le même toit. Je vous demande d'accueillir la famille Moreno-Bormann. Ils sont mignons, ceux-là. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Et tout ça, c'est pour vos enfants? Tout. Tout est pour vos enfants? Tout, oui. Tout est pour les enfants dans cette famille? Oui. Ça se transmet de génération en génération sans jamais sauter une génération? Non. Tout est pour eux. Notre amour, notre aspect matériel, toute notre passion. Tout est pour eux. Pour les enfants? Oui, pour les enfants, oui. Vous avez été élevé comme ça? Oui. C'est parce que c'est une éducation. Chez nous, la famille, c'est très important. La tradition et la famille. Donc tout notre travail depuis toutes ces années, c'est pour perpétuer tout notre cirque. Vous craignez que vos enfants parfois sortent de la tradition? Vous n'avez pas envie d'être pompier ou vétérinaire? Posez-leur la question. Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Parce que le cirque, parce que c'est mon métier, je suis née parce que c'est ma vie, quoi. C'est un rêve. C'est ton métier déjà, tu dis? Oui. C'est quoi ta spécialité? Le cirque. Mais quoi dans le cirque? Qu'est-ce que tu fais comme numéro? Bah, le clown, tout. Et cette année? Cette année, qu'est-ce que tu fais au spectacle? Bah, l'équilibriste. Ça fait 25 ans qu'il répète. Et toi aussi, tu fais du cirque? Qu'est-ce que tu fais au cirque, toi? Bah, le hula hoop. Le hula hoop. Et tu y arrives bien, on va voir ça. Hein. Et t'as pas peur quand t'es devant tout le monde? Non. Tu te sens bien? Oui. Et Richard, tu as dit que tu quitteras jamais ta maman. C'est vrai ça? Tu resteras toujours avec ta maman? Toujours. Et ta fiancée, tu vas la trouver où? Ta femme? Bah, à Paris. Mais c'est quelqu'un qui vient forcément du cirque ou pas? Oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir travailler et vivre dans le cirque avec toi? Oui. Et toi, ton amoureux, il sera dans le cirque aussi, tu penses? Oui. Il s'appelle comment? Bah, Richard. Ah, c'est son frère, elle est mignon. Quelles sont, à part la règle de solidarité absolue, quelles sont les grandes valeurs de votre famille, vous diriez? Les grandes valeurs? La famille. La famille, c'est toujours. La famille et la tradition du cirque.
c'est toute notre vie. Nous, quand on pense cirque, on dort cirque, et quand on va changer les idées, c'est pour aller voir un cirque. Bon, on a d'autres passions, je veux dire, hein, mais on est pris par le cirque à 200 milliards de %. On va voir que tout le monde s'y met. Les enfants, on va les voir sur scène maintenant. 4 ans et 7 ans pour Richard, c'est ça ? 7 ans aujourd'hui. Vous êtes donc haut comme 3 pommes, Sylvana et Richard, mais vous êtes déjà des artistes en herbe. Regardez. Salut maman. Alors, ça s'est bien passé l'école? Oui. T'as de la lecture? On n'en voit pas le fond. Roa renifle en plissant le nez. Sylvana, tu peux venir te maquiller s'il te plaît? Après l'école, Richard et Sylvana ont une vie bien différente des autres enfants. 3 fois par semaine, ils se préparent à entrer en piste pour faire le spectacle comme de vrais professionnels. Je pense que pour l'instant, ils sont bourrés de talent. Il suffit que Richard il soit en costume avec son petit nez rouge, pam, c'est une autre personne, ce n'est plus Richard, c'est un clown. La relève est assurée, ça c'est sûr. Vous allez voir là cette année, il fait un numéro d'acrobate et tout, et je suis fière. Place au spectacle! Moi, je vais faire du rap. Soudain, c'est le drame. Le cerceau de Sylvana lui échappe en plein numéro. C'est pas grave, les gens ils n'ont pas aperçu. Et ça c'est merveilleux, tu vois, c'est le trac du métier à son âge. C'est ça qui est beau. À 4 ans et demi, Sylvana se comporte déjà en véritable artiste et retourne en piste. Richard, quant à lui, du haut de ses 7 ans, sait déjà parfaitement ce qu'il souhaite pour son avenir. Toute ma vie, je ferai le cirque. Quand les gens m'applaudissent, je me sens toute heureuse, je me sens artiste. Voilà. Tes copains de classe, ils sont déjà venus te voir? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bravo Richard, t'es un grand artiste, t'es mon meilleur copain. Dis donc Sylvana, c'est difficile le hula hoop, hein? C'est bien difficile le hula hoop, non? Non. Non? J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Hein. Tu vois, tu y arrives bien. Hein. T'étais drôlement courageuse de remonter sur scène aussi. Parce que t'as eu le trac ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fille pour qu'elle remonte sur scène? On va casser la gueule. Bah, moi, j'ai pas trop dit parce qu'elle m'a fait mal au cœur. J'avais de la peine pour elle. C'est la première fois qu'elle me faisait ça. Alors, il y a eu l'histoire du cerceau qui est parti à droite. Elle s'est un peu vexée parce que je ne suis pas retournée lui ramasser le cerceau. Il y avait la caméra, donc elle a joué un peu sur les deux. Et c'est beaucoup ma belle-mère qui lui a dit « mais c'est rien ». Elle lui a expliqué. Moi, j'étais un peu... Ça m'a fait mal au cœur. Donc j'ai rien dit, puis là tout d'un coup elle revient, c'est bon maman, je refais le numéro, allez, prépare mes cerceaux, et donc elle l'a refait. Parce que cette année, on les a mis au spectacle, vraiment, c'est vraiment purement symbolique, quoi. Hein. Ils font partie de nous avec le spectacle. Et ils prennent ça vraiment au sérieux, quoi. Ouais. La preuve. T'as le trac, Richard, parfois? Non. T'as jamais peur du public? Non, jamais. Des fois quand il y a un artiste quand même. Un petit peu. Quand il y a des gens du métier qui viennent, mais c'est comme maman. Il peut y avoir 3000 personnes, on n'a pas peur. Mais s'il y a une personne du métier qui vient nous voir, on a le trac. Il faut avoir conscience déjà que c'est quelqu'un de professionnel de notre métier qui vient au spectacle, tout de suite, il a un petit peu le trac. Ouais. Mais ça, il tient de sa mère là-dessus. Ouais. Vous avez l'impression de leur laisser le choix vraiment à vos enfants sur leur avenir? On laisse le choix, oui. De toute façon, on laisse le choix. Mais encore une fois, comme je le répète, hein, on a un métier, le cirque, il y a tellement de corps de métier dans notre métier que celui qui ne trouve pas sa voie, qui est né dans le cirque, c'est qu'il est vraiment nul, quoi. On leur dit pas ça, là c'est vous me posez la question. Je leur donne par pas exemple, le choix de dire tu vas faire ça ou ça ou ça. On peut être mécanicien, on peut être soudeur. Si un jour il m'annonce qu'il va être boulanger ou charcutier, ça sera, j'espère qu'il le fera avec tout son amour et sa passion. Mais franchement, ça me ferait chier, je veux dire. Non, il faut être clair. Mais je veux dire, s'il fait un métier avec... C'est tout ce que je lui demande, qu'il fasse un métier avec passion et tout son amour. C'est tout ce que je lui demande. Il sera bien à sa tête, il sera l'homme le plus heureux sur Terre. Bravo. Bravo à tous. En tout cas, on reviendra vous voir.
Bel état d'esprit, puis belle famille, hein, franchement. Et tous ceux qui veulent venir l'applaudir, c'est toute l'année sous le chapiteau du cirque Moreno-Bormann, notamment Porte d'Aubervilliers à Paris. On se retrouve dans un instant avec le choix étonnant qu'ont fait Edith et Maurice. Ils étaient déjà parents de 6 enfants. Ils en ont adopté 11 autres. Mais d'abord, regardez ce message, il vous concerne peut-être. Vous vous êtes marié avec votre meilleur ami. À nouveau en couple, vous ne parvenez pas à oublier votre ex-amour. Vous avez changé d'apparence physique suite à un accident ou une maladie. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de ces seniors qui, malgré leur âge, n'ont pas renoncé à la sexualité. On a toujours des fantasmes comme de faire l'amour dans un ascenseur ou alors sur une machine à laver. C'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est au milieu de la nuit. Qu'on me réveille la nuit, ça ne me dérange pas. Et aussi l'histoire de Josiane et Claude. À 75 et 63 ans, ils entendent bien continuer à s'épanouir sexuellement, et cela malgré un cancer de la prostate. Il y a effectivement un risque, un double risque, un petit risque d'incontinence et un gros risque d'impuissance. Actuellement, je ralentis un peu la cadence, mais elle pourrait faire l'amour tous les jours, elle apprécierait d'autant plus. S'il devenait impuissant, ce serait certainement très difficile, pour lui comme pour moi. La nouvelle famille que nous allons accueillir est une famille non pas nombreuse, mais archi-nombreuse, 17 enfants, 6 biologiques et 11 enfants adoptés, des enfants adoptés tous handicapés, un choix difficile à comprendre quand on ne fait pas partie de la famille d'Edith et Maurice. On ne s'est pas marié pour pas avoir d'enfants. Sauf que je me souviens t'avoir dit, on aura 3 enfants au maximum. Hein? Donc on est loin du compte. Et je crois me souvenir, je disais 3-4. Edith et Maurice sont en effet loin du compte car ils ont eu 6 enfants biologiques et une fois tous ces enfants devenus grands... Edith a fait une rencontre et puis voilà, elle m'a dit, avec son désir d'enfant un peu inassouvi, même encore aujourd'hui, ben voilà, on devrait adopter un enfant handicapé. Et ce n'est pas un, mais 10 enfants handicapés que Maurice et Edith ont finalement adoptés. Ces petits-enfants sont abandonnés, il n'y a quand même pas beaucoup de familles pour ces petits-enfants. Et moi, je me sentais vraiment très prête à le faire tout de suite. Maurice a mis tout un temps, lui, à cheminer. Ça va pas de soi d'adopter un enfant handicapé, de faire sien un enfant qu'on ne voudrait pas, qu'on ne souhaiterait pas voir naître dans sa propre famille. Il m'a fallu 3 ans pour que ça devienne vraiment après un désir d'enfant. Marie et Tristan, ça a vraiment été un cadeau tous les deux. C'est eux qui ont été les ambassadeurs. C'est ceux qui nous ont appris à vivre, à aimer l'enfant différent. Mais c'était vraiment un grand moment dans notre vie, de notre vie de couple. Marie. Allez, Afio. C'est des petits cadeaux dans la vie qu'il faut accompagner, qui ne peuvent pas être dans la société telle que la société le conçoit, mais c'est vraiment des enfants faciles à vivre. Tu t'aimes un peu, passionnément, dans la folie, parce que tu la petite fois. Au quotidien, bien sûr, il y a un côté matériel. On a une grande organisation, une grande maison, et c'est une vie de famille ordinaire. Je suis vraiment ordinaire. Allez les parents, venez ici. Ben, quand on a le cœur un petit peu ouvert, on a du mal à laisser un enfant sur le bord de la route. C'est une histoire d'amour, une fois encore. Je crois qu'il ne faut pas chercher avec une grande science. C'est une histoire d'amour et on le vit comme ça. Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit non, un trisomique ne peut pas jouer du piano. De la part de Tristan, c'est inespéré, donc il ne faut pas se donner de limites. Il faut toujours y croire. Et après, c'est tout. Pour ses enfants, sortis du système scolaire classique, Edith a recréé une classe à la maison. Alors, normalement, moi, je ne viens pas ici, c'est l'institutrice qui vient là. J'ai voulu cette pièce pour qu'elle aussi, et les enfants, aient bien un lieu, bien à eux, comme si on était à l'école du village ou de la ville. Hein. Autant nos enfants biologiques devaient réussir, alors qu'eux, il n'y a pas d'obligation, ils ne passeront pas leur bac, comme je dis en plaisantant. Donc tout ce qui est acquis, tout ce qui est donné, ben, c'est cadeau un petit peu.
Mais sincèrement, on n'est pas une famille extraordinaire. Vous savez, des gens font le tour du monde en bateau. Ben nous, c'est un peu notre tour du monde à nous. Moi, j'aime cette vie très active, cette vie où ces enfants nous apportent énormément. Le moindre progrès qu'ils peuvent faire, c'est super. On est aux étapes au-dessus parce qu'il y a des progrès au-delà de ce que les petits trisomiques, logiquement, peuvent acquérir. Et on y arrive, ben, on est encore plus fiers et encore plus motivés pour continuer. C'est vraiment comme ça. Bravo les enfants. Et bravo aux parents aussi, tous les enfants ne sont pas là. Il a fallu ouvrir tout le studio, j'imagine que les autres nous regardent devant la télévision et on les salue bien. Marie, qu'est-ce que tu connais de ton histoire? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué sur ton histoire? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je sais pas. Tu sais pas très bien? Et toi Tristan? Non. Non. Tu sais jouer du piano? Oui. Et sur tes parents biologiques? Non, mon deux sœurs. Tu dis bonjour Jean-Luc, dans le micro. Quoi? Tu dis bonjour Jean-Luc, dans le micro. C'est moi Jean-Luc. Bonjour. Comment ça s'appelle? Jean-Luc. Jean-Luc. Il est là-bas, regarde. Jean-Luc. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu es heureuse dans ta famille? Oui. Oui, oui ou non? Oui. Oui, oui. Oui. Adrien et Marie, c'est bon. Et Tristan et maman et papa, c'est bon. Ouais. Maman et papa sont pas là mercredi. Et à Paris, maman et papa. Adrien a fini Paris avant. Et puis après, Marie et Adrien. C'est là la différence, voyez bien. Vous ne pouvez pas rentrer dans un dialogue de conversation comme vous avez fait avec les autres enfants. D'abord, il faudrait du temps. Je pense que les personnes qui sont venues faire l'émission l'ont vu, parce qu'il faut détendre, il faut comprendre, il faut parfois un décodeur un peu, le langage n'est pas totalement là. Vous faites l'école à la maison en plus? Oui, on fait l'école à la maison parce qu'ils ils sont rejetés. On entend parler de l'intégration scolaire. C'est faux, c'est pas de l'intégration scolaire. Bon, on s'est battu, on a réussi jusqu'à 14 ans. Marie, Tristan, Déborah savent lire, ils savent écrire, ils servent d'un ordinateur. Et les limites que vous avez fixées sont des limites que vous avez dépassées? On a dépassé totalement. Tristan devant son piano qui a des cours classiques, il n'a pas de cours particuliers pour lui, ça marche bien. Pour l'instant, ils ont envie de conduire. On est à ce problème-là en ce moment. Ils veulent conduire. Marie a même choisi sa voiture. Quelle voiture? Quelle couleur déjà? Quelle couleur, Marie? Il ne faut pas qu'on nomme de marque. Rouge? C'est beau rouge. Elle a dit rouge. Elle a dit rouge? En fait, on leur fixe pas de limites. C'est eux qui nous donneront leurs limites. Mais on sait qu'ils sont capables de progresser énormément, en fait. Et pendant très longtemps. Est-ce que vous avez eu des doutes? Est-ce que ça a été une source de grand dialogue entre vous avant d'adopter votre premier enfant? Oui. De dispute, non, pas de dispute. D'argument, contre-argument? Non, jamais de dispute. Jamais de dispute. Non, moi, mes arguments convaincants et toi, tes arguments contre. Jamais de dispute et non plus jamais de pression. Ah non, non. Il m'a fallu du temps pour accepter cette idée. Marie, avant d'adopter Marie, vous avez failli changer d'avis au dernier moment? Mais même le jour qu'on est allé chercher Marie, c'était pas facile. Jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, j'avais des passages difficiles moi-même, parce que quand je chantais que Maurice avançait, voilà, je me disais, on s'embarque où là? Donc moi, je reculais un peu. On a été comme ça jusqu'au dernier moment. Quand on est allé chercher Marie dans l'œuvre, donc ils ont apporté le couffin, elle était dans un couffin, je me suis levée, je me suis avancée, et au dernier moment, j'ai reculé. Jusqu'au bout, c'est pas facile. C'est quand même un pas dans le vide. Et ce sera jusqu'au bout que vous êtes ensemble aussi, c'est ça le grand défi? Oui, aussi. Mais de l'instant après qu'on a pris notre puce, ça y est, c'était notre fille. Oui, c'est tout à fait un autre projet de vie. Ils ne seront jamais autonomes. Donc il faut penser pour eux bien au-delà de notre vie. Saint-Exupéry dit que les amoureux doivent regarder non pas dans les yeux mutuellement, mais dans la même direction. J'imagine que vous n'avez pas le choix. Complètement. Et s'ils n'étaient pas dans une famille, où ils seraient aujourd'hui? Voilà. Donc au moins ils auront un temps de ils auront eu des racines, des valeurs. On n'a pas les réponses à toutes les questions, bien sûr, pour l'avenir. Mais c'est comme pour toutes les familles. Bien sûr. Mais pour autant, voilà, ils auront passé au moins un temps de leur vie au sein d'une famille.
Comment les 6 ont réagi? Comment, je crois, Fabien a pris la chose quand il a dû laisser sa chambre aux autres enfants? Ah, lui, c'est Fabien qui nous l'a proposé, parce que nous étions à la réflexion philosophique avec les aînés. Je parle des 6 aînés, hein, donc les enfants aînés, voilà. dits biologiques. Nous étions à la réflexion philosophique avec les 5 aînés, et Fabien était petit à l'époque, puisqu'il avait 5 ans. Et lui, il nous a tous coupé la parole en disant « je donne ma chambre au bébé ». On n'en était pas là, on n'en était pas encore où on allait coucher ce bébé. Et il nous a dit « parce qu'un bébé doit être auprès de ses parents, et donc c'est ma chambre qui est la plus près de la vôtre ». Et les autres, ceux qui vous traitent un peu d'originaux, un peu... Peu. En fait, tous ceux qui nous côtoient de près voient comment on vit et bon, ils sont séduits. Et les autres? Peu importe. C'est notre choix de vie. Hein. Quand on est chez nous, on est heureux. Je crois que vous l'avez vu. Et les autres font ce qu'ils veulent. Hein. Comment font-ils des progrès tous vos enfants font des progrès? Toujours, oui. Toujours. Pas les petites filles en fauteuil. Les petites filles en fauteuil, elles sont bien atteintes, mais toutes. Ah oui. Et ce qu'il y a surtout, il n'y a pas de limite. Quelque part, enfin, je veux pas choquer, mais c'est confortable, ces enfants-là, parce que nos enfants ordinaires, il faut lire à 6 ans, il faut passer le bac, il faut les étapes, on n'a pas de temps à perdre. Alors que là, on a notre temps. Marie a commencé à lire qu'à 8 ans, et alors? Elle sait lire aujourd'hui. Marie, je suis en train de la préparer au secrétariat. Elle m'accompagne tous les vendredis matins et on commence à tamponner les lettres. Il y a plein de choses au secrétariat qu'il faut faire. On a des lettres types à envoyer où il faut juste marquer le nom des personnes sur l'ordinateur. Je me donne 2 ans, mais elle fera ça. T'as quel âge maintenant, Marie? 6 ans. 16 ans. 16 ans. Et oui. Et oui. Et toi, tu as 15 ans. La trisomie, c'est un ralentisseur à la fois physique et intellectuel. Hein. Mais pour autant, ce sont des enfants, c'est vrai qu'ils s'expriment très peu, mais qui comprennent beaucoup. Et c'est souvent ce qu'on oublie. Vous êtes les mêmes parents avec tous vos enfants? Oui. C'est difficile à dire, je pense que oui. Et nos petits-enfants, parce que nous avons des petits-enfants qu'il ne faut surtout pas oublier. Adoptés. Oui. Et des adoptés, et des faits maison. Ouais. Je vous propose maintenant d'écouter une autre histoire étonnante, celle de Ludovic. Ludovic a 28 ans, il est célibataire, il est informaticien, il n'a pas d'enfant. Il rentre chez lui un soir, enfin il croit qu'il va rentrer chez lui tranquillement. Sa voisine appelle au secours, elle est sur le point d'accoucher. Regarde. Le 2 mai 2006, je sors du travail comme tous les jours à midi pour déjeuner et je rentre chez moi. J'arrive au 2e étage, donc à ma porte. Et j'entends donc une dame m'appeler « Monsieur, je me sens pas bien ». Donc je me retourne à peine un petit peu, je la vois en haut des escaliers du 3e étage. Mais je continue à ouvrir ma porte comme si de rien n'était. Et là, elle me dit « Monsieur, je suis enceinte, je crois que je vais accoucher ». Donc là, j'ai tout laissé tomber pour monter l'aider, quoi. Donc je rentre chez elle, je l'allonge sur le canapé. Et là, je cherche à joindre donc, les secours avec mon téléphone, quoi. Et donc moi je lui disais tout va bien se passer, vous inquiétez pas, alors que j'en pensais pas un mot et je paniquais complètement avec mon téléphone, j'arrivais même pas à savoir si je devais faire le 15, le 16, le 17. Et elle pendant ce temps-là, elle regarde, elle met sa main entre ses jambes et elle sent quelque chose. Moi je laisse tomber mon téléphone tout de suite et je l'aide à enlever son pantalon et sa culotte et je tombe nez à nez avec la tête du bébé, quoi. Cyanosée, toute violette. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir, je l'ai regardé 2 secondes, je lui ai dit vous inquiétez pas, ça va aller, poussez, soufflez, et c'est parti, quoi. Donc j'ai retroussé mes manches, j'ai rien eu le temps de faire et je prends la tête du bébé, j'essaie de le tourner parce que ça bloquait au niveau des épaules pour passer et je l'ai accouché, quoi. Et une fois que ça a été fait, je me suis retrouvé avec le bébé qui était emmêlé dans son cordon ombilical et il n'y avait il ne réagissait pas, le bébé. Il n'y avait vraiment aucune action de sa part. Il pleurait pas, il n'avait pas les yeux ouverts. Apparemment, il ne respirait pas non plus. C'était... Donc, je le démêle et je l'ai retourné. Pourquoi, j'en sais rien, mais je l'ai retourné comme ça. Donc, j'ai mis la tête en bas, parce que je l'avais vers moi, en fait, la tête. Je l'ai tourné la tête en bas et là, il a crié 3-4 fois. Donc, j'étais rassuré. Après, je l'ai posé à côté de sa maman, à côté du ventre. Et donc là, après, j'ai couru dans tout l'appartement pour aller chercher. Je suis tombé sur une robe de chambre, des t-shirts, des torchons, tout pour recouvrir la maman et le bébé. Entre-temps, il y avait le père, Joseph, qui était rentré, qui était resté bouche bée dans la porte d'entrée, qui hallucinait sur ce qui était en train de se passer.
Et les secours sont arrivés 10-15 minutes après. Donc moi, après, je suis rentré ici, chez moi, je me suis lavé les mains. Et j'ai commencé à réaliser ce qui venait de se passer. Donc là, j'ai ressenti plein de choses. Je ne mets pas forcément de mots sur ce que je ressens, à part le premier sentiment qui est la fierté, qui est un sentiment assez naturel, mais après, le reste, plutôt des choses, je sais pas, des choses assez magnifiques. Voilà, ça c'est le bébé. On va accueillir le bébé, la maman et le sauveteur. Et voilà tous les trois. Il est mignon ce petit-là. Tu comprends? Viens me voir. Oh, viens me voir, toi mon bébé. C'est Kéliane, bonjour. Excusez-moi, c'est vous. Mignon. Il a quel âge maintenant celui-là? Presque 5 mois. Presque 5 mois? C'est un grand garçon celui-là, bravo! Oh voilà la maman, regarde. Ouais, c'est calmé. On dirait un petit garçon, mais en fait c'est un bébé encore. Hein. Ouais. Vous vous sentiez capable de tout? Vous saviez que vous étiez capable de tout ça, vous? Non, pas forcément, non. Plus, je sais pas, non, j'étais pas capable de faire ça, j'en pouvais pas le savoir, mais c'est plus de la gestion d'événements, quoi. De réflexe, quoi, quasiment. Après, oui, les gestes, c'est plus du réflexe qu'autre chose, ouais. C'est pas du tout réfléchi, c'est pas du tout... Et quand c'est arrivé, vous n'aviez pas le temps de passer autre chose, de passer un coup de fil, de voir quelqu'un, La panique, donc impossible, comme je disais dans le reportage, impossible de savoir si c'était le 15, 16, 17, 18... c'est la panique totale, quoi. Ouais. C'est que le téléphone, on ne le connaît plus. Et vous sentiez que le bébé allait arriver? Vous le sentiez, vous, que le bébé allait arriver tout de suite? Oui, oui. Je sentais la tête pousser. Ça faisait un petit moment quand même, bien avant de l'appeler. Mais vous n'avez pas pu appeler quelqu'un d'autre, les pompiers? C'est le 18 qu'il faut faire normalement. D'abord, j'avais appelé mon copain qui devait venir me chercher, mais il était au travail et donc il n'a pas eu le temps d'arriver. Ouais. Vous faites quoi comme métier? Informaticien. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes bêtes, ouais. Et vous êtes dit 3, 4, on y va? Oui, je lui ai dit que ça allait bien se passer, mais j'en pensais pas un mot. Tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, quoi. Donc voilà, après je m'attendais pas du tout à avoir la tête du bébé entre ses jambes. Mais... Vous avez vu la tête du bébé assez vite? Ah oui, elle a senti quelque chose entre ses jambes et elle a commencé à enlever son pantalon, donc je l'ai aidée et la tête du bébé était là. Donc, Quand on se connaît pas, ce sont des gestes assez intimes. Oui, c'est exact, ouais, mais faut pas, c'est pas choquant, c'est la nature. Exactement, ça m'a pas rebuté ou ça m'a pas. Vous avez des enfants? Non, pas du tout. Vous aviez déjà assisté à un accouchement? À la télévision, ouais. Heureusement qu'on est là. Ouais, c'était pas chez vous, ouais. Non, d'accord. C'est une grande famille? C'est exact. Ouais. Et qu'est-ce que vous saviez de l'accouchement? Qu'est-ce qu'il fallait lui dire? Je savais qu'il fallait pousser, souffler. Mais c'est pas pour moi, donc... Non, je savais rien de l'accouchement. J'ai fait certainement par rapport à ce que j'avais vu par le passé, sans trop m'en souvenir. C'est des gestes... J'en sais rien, c'est des choses, c'est du réflexe, quoi. Mais c'est urgence, quoi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà. Respirez, soufflez, poussez. Voilà. C'est comme avec les ordinateurs, vous avez des gens paniqués qui viennent vous voir avec un ordinateur. Là, c'est un peu pareil, vous paniquez pas, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Donc... Ouais, belle nature. Vous avez bien la comparaison avec l'ordinateur? Non, c'était pas pour Vidna. Alors, ce qui est rigolo, c'est le compagnon de Vidna qui arrive à ce moment-là, quoi. Ouais. Vous êtes en train d'accoucher, le bébé? C'était fait, ouais, c'était fait. Il arrive derrière vous? Il arrive, non, en fait, je le vois arriver dans l'entrée, il reste scotché dans l'entrée. Bouche bée, il regarde ce qui se passe, il hallucine complètement sur ce qui est en train de passer. Il est resté là moins de 10 secondes, quoi, et puis il est venu et il a cru que j'étais un médecin, donc moi je lui ai proposé de prendre la main, c'est-à-dire de... Parce qu'entre-temps, j'avais eu les médecins qui m'avaient demandé de faire un garrot au cordon ombilical. Au téléphone, tout ça? Ça au téléphone, après l'accouchement, après avoir pris tout ce que je pouvais trouver. Faire un garrot au cordon ombilical, je ne saurais pas trop quoi faire, moi. C'est-à-dire faire un garrot. Vous reprenez le cordon ombilical, parce que j'avais posé le bébé à côté du ventre de Vidna. Serré. Et il faut sentir le pouls. Donc elle m'a demandé si on sentait le pouls dans le cordon ombilical. Donc je reprends le cordon ombilical et effectivement, on sentait très bien le pouls. Donc je dis oui, on sent le cordon, tout ça. Elle me dit, bon, il faut faire un garrot. Je dis, bon, oui, on va faire un garrot. Et donc Joseph arrive à ce moment-là, je dis, fais le garrot, c'est ton enfant, il n'y a pas de... Il me dit, non, allez-y, continuez.
Je fais bon, ben... Donc il est allé me chercher un lacet propre et j'ai fait un garrot avec un lacet, quoi. Vous habitez toujours dans le même immeuble? Oui, bien sûr. Ouais. Ça vous fait quoi de voir ce petit maintenant? Je le vois régulièrement parce que Vilna passe régulièrement, au moins une fois par mois, si c'est pas deux. Je suis pas souvent chez moi, donc ça fait plaisir de le voir que c'est un bébé en bonne santé. Déjà, au moment de l'accouchement, au moment de l'accouchement, il allait pas bien parce qu'il était cyanosé de cordon. Ça faisait trop longtemps qu'il attendait entre les jambes de sa maman. Bien mignon, toi. Et donc il n'était pas bien. Mais juste après, il a ouvert les yeux. Quand il était à côté du ventre de sa maman, il a ouvert les yeux. Il est resté très calme. Il a crié 3-4 fois. Et c'était un très beau bébé, même déjà à sa sortie. Et même maintenant, après j'ai vu donc l'évolution. Oui, il est magnifique ce petit. Et ouais, il est en pleine forme, il est bien gaillard. Ouais. Et ouais. Tu le connais ce monsieur là? Regarde là, par là. Hop là, celui-là là. Là. Un jour, tu lui diras quelque chose. Un truc comme merci, par exemple. Et vous lui dites quoi? Hop là, Vous lui dites quoi, vous, à votre voisin? Il va falloir que j'apprenne à m'en occuper. Vous dites quoi? Merci, pareil. Hein. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Je disais que, voilà, heureusement qu'il était là parce que je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Toute seule? Ouais, toute seule, obligée. Bon, en tout cas, mesdames, ne paniquez pas. Même si vous êtes seul chez vous, vous êtes sur le point d'accoucher, ça peut très bien se passer. Un voisin, Ludovic, peut s'improviser sage-femme et mettre au monde un magnifique bébé. Merci d'avoir été avec nous à tous nos invités.